Donc on va attaquer la dernière intervention sur cette thématique de l'entretien des sols. Comme je le disais tout à l'heure, on abordera des questions sur les deux premières présentations et celle-là éventuellement si vous en avez à la fin de cette présentation. L'objet de cette présentation, c'est d'essayer de proposer, comme j'indiquais en introduction, un peu une ouverture sur quelle piste demain. On a identifié l'enherbement temporaire, voire il y a certaines pratiques dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui sont enherbement permanent aussi, qui peuvent être utilisées. On a évoqué sous un angle particulier des consommations de carburant, les approches d'entretien mécanique du rang. Et là, l'idée était un peu de faire le point sur les innovations, qu'est-ce qui peut arriver demain. Et donc c'est plutôt mon collègue Christophe Gaviglio de l'IFEV Sud-Ouest qui aurait dû être là aujourd'hui, mais que je remplace un peu pour présenter ce point-là. Et on va se focaliser sur deux approches, le désherbage électrique et l'aspect de la robotisation en viticulture. Il y a une troisième approche qui peut être identifiée, je le présente juste rapidement en introduction, qui est le désherbage thermique, connu depuis déjà de nombreuses années par rapport à des aspects de soufflerie, de chaleur. Il y a des pratiques où on est en train de mettre en place un peu des vapeurs d'eau, voire des mousses qui chauffent, qui permettraient de détruire l'herbe. Les premières évaluations qu'on fait sont quand même assez limitées sur la capacité que peuvent apporter ces solutions-là demain par rapport à des temps de travaux qui sont très longs et au fait que de toute façon, il faudra systématiquement appliquer ces pratiques sur des adventistes très jeunes. Donc ça reste des contraintes importantes a priori, même avec ces innovations de type mousse ou autre. Mais bon, à voir ce que ça peut donner, mais je ne les aborderai pas plus dans le détail que ça dans cette présentation. Donc les enjeux vis-à-vis dans le cadre d'une perspective de l'arrêt du glyphosate, juste pour repréciser le cadre réglementaire très rapidement, dans les échos qu'on a aujourd'hui au niveau de l'ANSES et de la DGL, on est quand même sur un timing où les rendus de l'ANSES devraient être, dans le cadre de l'évaluation des spécialités commerciales, devraient être rendus à la fin 2020, avec sans doute des restrictions d'usage par certains usages. Et on ne sait pas trop aujourd'hui si la vigne restera un usage utilisé. Il y a peu de chances qu'elle le soit, à mon sens, sauf peut-être dans des cas très particuliers. Donc on est vers une perspective, grosso modo, d'arrêt du glyphosate 2022-2023. Il ne faut pas trop se leurrer, il n'y a pas trop de chances qu'on aille vers autre chose, sauf retournement de situation politique. Donc il faut quand même s'y préparer, il faut quand même essayer d'y réfléchir et pas de se dire, bon, on en parle, mais ça ne se fera pas. Moi, je crois personnellement que ça se fera un jour et assez rapidement, j'en suis quasiment convaincu. Donc les impacts, on les connaît par rapport à l'enherbement, c'est des complications, c'est des contraintes sur le rendement, que l'on a déjà plusieurs fois identifié. On n'a pas encore trouvé les espèces qui vont ne pas être concurrentielles. Et puis quand on prend la technique qui est la plus facile à transférer aujourd'hui, qui est l'entretien mécanique du sol, comme l'évoquait Nicolas, on est quand même sur des temps de travaux beaucoup plus longs par rapport à du chimique. On est sur des besoins en personnel pour faire ces applications qui sont besoins de personnel qualifié. Donc c'est pas simple et ça pose pas mal de questions. Donc une des pratiques qui pourrait être envisagée, enfin deux options pour l'avenir, alors c'est pas dans les 2 ans qui viennent, mais peut-être pour plus tard, c'est la notion de désherbage électrique. Qu'est-ce que peut apporter le désherbage électrique dans ces pratiques? Donc c'est des travaux qui ont déjà été entrepris en grande culture et pour certaines pratiques en maraîchage. Le principe, c'est un arc électrique qui va passer dans la plante par le biais du sol et qui serait censé détruire les adventices présents. Donc on a commencé au niveau de l'IFV à entreprendre un partenariat avec la société Zasso qui développe cette technologie. Et on est en cours et je vais vous présenter quelques résultats de nos premiers travaux et les questions encore importantes qui se posent par rapport à cette pratique. Et puis la robotique. Alors, robotique, on en parle, viticulture de précision, robotique. Vous avez eu, comme le présentait Augustin tout à l'heure, une démonstration là, sur le département de l'Aude il y a 1 an ou 2, ou cet automne, du robot Nayo. Donc c'est des travaux que l'on conduit, mais là encore, il se pose quand même des questions et on n'est pas encore au point pour savoir comment pourrait-on utiliser demain cette nouvelle technologie, cette nouvelle approche dans l'entretien des sols en particulier. Ici, j'essaie de représenter sur ce schéma par rapport au désherbage électrique. On va premier temps parler du désherbage électrique, plutôt vis-à-vis des pratiques d'entretien mécanique du sol.
au cœur de ce schéma, vous avez un peu les problèmes que peut poser aujourd'hui l'entretien mécanique du sol. Donc le risque de blessure, ça veut dire qu'il faut bien manœuvrer. Donc on peut penser que le désherbage électrique n'aura pas cette contrainte-là, mais on n'en sait rien. Est-ce que demain, le désherbage électrique par l'arc qui va passer dans le sol va entraîner une perturbation du système racinaire ou de la plante de la vigne? On n'a pas l'information. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et ce n'est pas encore identifié. Les réglages complexes, Nicolas les a abordés par rapport à l'aspect couplage de différents matériels, et même pour un travail intercept, en fonction de différentes techniques qui vont être rapidement présentées, on se rend compte que tout ne se fait pas à 5 km/h, tout ne se fait pas de telle manière, dans tel type de sol. Il y en a certains, il va falloir un sol plutôt humide, d'autres un sol plutôt sec. Donc on est sur des complexités dans l'usage de l'entretien mécanique du sol qui sont importantes. Là, apparemment, le désherbage électrique pourrait permettre une simplification, puisqu'on a un outil qu'on va faire passer dans le vignoble. Encore faut-il que cet outil soit bien adapté à la fois à l'interrant et à la ligne de plantation. La dépendance au climat, je le citais, par rapport à l'entretien mécanique du sol. On sait que quand c'est trop mouillé, on ne passe pas. Quand c'est trop sec, on ne passe pas, même s'il y a de l'air présent. Peut-être que le désherbage électrique, mais là encore, a priori, on pense qu'on aura moins d'effets et de dépendance au climat, donc une facilité d'usage plus importante, une souplesse d'utilisation plus importante, mais c'est à préciser. Et puis après, la notion de l'action racinaire. Donc le désherbage mécanique n'a pas d'action racinaire. On détruit ce qui est présent et puis relève derrière tout ce qui peut relever s'il fait un peu humide et qu'il pleut. Et sur le désherbage électrique, on n'a pas non plus de connaissances aujourd'hui réellement si on va avoir une action qui va être plus longue que simplement l'usage d'un travail mécanique. Donc les premiers tests qui ont été réalisés, il y a eu un premier test sur un applicateur pour l'interrang de la vigne, qui a été évalué par Christophe Gaviglio au niveau de l'IFEV. Et on a essayé d'évaluer un peu le niveau de puissance qu'il fallait mettre en termes d'électricité pour détruire la flore. Donc je vous présenterai quelques résultats. Et puis un premier test d'un prototype. Donc là, on n'est pas encore sur un dispositif utilisable pour le travail d'intercept avec ce type de machine. Vous avez ici le résultat donc, de ce test de machine, où sur le graphique, vous avez les différents timings d'observation, donc lors du traitement et à 30 jours après la réalisation du passage de l'outil. Le taux de couverture qui est représenté sur l'axe vertical, donc de 0 à 35% pour la modalité témoin. Donc on voit donc une évolution durant ce mois de la flore sur la parcelle. Un effet marqué dès 24 heures après l'application lié au passage de l'arc électrique dans le sol, donc avec une réduction de l'ordre de 50% de la flore, mais on n'a pas eu une destruction totale. Donc il faut qu'on se recale un peu pour arriver à obtenir au final une réduction totale. Et il semblerait que ce taux de 10%, malgré que durant cette période il y ait une forte augmentation quand même dans la partie témoin, on ait pu la maintenir, donc il n'y ait pas eu de ressalissement aussi rapide que ça. On aurait a priori à peu près bien détruit l'ensemble du système racinaire sur cette flore détruite. Donc, première piste qui semble indiquer qu'on peut espérer une certaine persistance de ce type de pratique. L'usage du prototype Intercept a montré plutôt des résultats, enfin une pratique et une conformité d'un prototype qui permettait d'être utilisé assez facilement au niveau de la vigne. Bon, les questions qui se restent à poser, je les résume un peu ici, je les ai déjà un peu abordées dans cette présentation. C'est quelle est l'innocuité vis-à-vis de la vigne, de la plante. L'arc électrique dans le sol, est-ce que c'est très perturbant pour l'ensemble de la biologie du sol ou pas? On est en train de faire des premiers travaux pour l'évaluer. Et jusqu'à quelle profondeur ça peut avoir un impact, si ça a un impact? Est-ce que c'est juste superficiel, l'endroit où passe l'électrique, ou est-ce qu'il y a une diffusion dans le sol qui fait qu'il y a un aspect en profondeur de perturbation de la biologie du sol? L'analyse technico-économique, bien entendu, n'est absolument pas connue, puisqu'on est sur des systèmes de prototypes. Donc à ce jour, on est incapable de dire combien ça coûtera de s'équiper de ce type de machine. On peut éventuellement évaluer la quantité d'énergie que ça va demander, donc un coût énergétique, ça peut représenter d'avoir de l'électrique dans le sol, mais à part ça, on ne peut pas savoir plus loin. Et puis la notion de sécurité vis-à-vis des pampres présents. Donc si on veut épamprer, si ça fonctionne sur les pampres, tant mieux, mais si ça ne le fait pas, c'est pas évident. Et puis par rapport à l'opérateur, on manœuvre de l'électricité comme avec une puissance relativement importante, le moindre fil de fer qui est touché ou quoi que ce soit, quelle peut être la répercussion et qu'est-ce qu'il peut y avoir. Donc c'est voilà, juste pour préciser que c'est une piste, c'est des travaux qui sont en cours.
Mais de là à dire que dans 1 an ou dans 2 ans, on aura la solution idéale qui va remplacer le chimique, on n'en est pas encore là. On peut l'espérer et on va continuer à travailler en ce sens. Deuxième thématique que je voulais aborder, c'est la question des robots. Donc il y a plusieurs robots qui sont en train d'être mis au point par différentes startups, différentes structures. Pareil, l'équipe de l'IFV travaille pas mal sur l'ensemble de ces pratiques-là. Vous avez des robots, comme vous voyez cette photo, qui sont des robots qui sont autonomes, type un tracteur, on remplace un tracteur, ou la dernière photo que vous avez en bas à gauche, qui est plutôt un système, un système un peu plus souple, un peu plus léger. Vous avez même des encore plus petits, type robot de tonte des pelouses qu'on peut trouver, qui servent par rapport à l'approche tonte de l'enherbement. Je vais plutôt aborder ici la partie robot travail du sol. Donc les éléments d'enjeu sur la robotique aujourd'hui, c'est quelle va être la performance et le début de chantier de ces outils-là, puisqu'il va quand même falloir s'adapter demain à différentes tailles d'exploitation, à différentes surfaces. Donc si un robot est capable de faire 1 hectare en 24 heures, on n'ira pas bien loin. Ou alors il faudra des tout petits robots pas chers, mais c'est pas sûr que ça puisse exister. Donc c'est aussi des questions qui se posent. Bon, les notions de sécurité qui sont en train d'être réglées par rapport à des mises en conformité vis-à-vis de la réglementation. La question du prix qui là encore aussi est très peu connue, puisqu'on reste encore pour la plupart sur des prototypes et pas encore des systèmes réellement diffusés. Le niveau d'astreinte que ça représente. Est-ce que le robot, on doit être tout le temps derrière pour surveiller ce qu'il fait, ou est-ce qu'on peut le laisser complètement indépendant et partir faire autre chose? On ne maîtrise pas tout à fait ces techniques-là. Et puis, quelles vont être les possibilités d'équipement du porteur robot? Donc par rapport à ça, la compétitivité des robots, il semble, et les premiers éléments d'information sur le coût, c'est que c'est un coût quand même très important en termes d'achat, d'investissement. 90% de l'économie qui va jouer sur l'achat. Donc la notion que j'évoquais de début de chantier va être importante, et la notion de polyvalence potentielle du robot. Si c'est un robot uniquement pour le travail du sol, et puis que demain j'ai un robot qui est différent pour faire un autre type de travail qui est la tonte, et puis un troisième pour éventuellement faire la pulvérisation demain, c'est un coût qui est énorme. Donc travailler peut-être sur la polyvalence de ces robots. Et puis après, quelle va être en fonction de la taille, du poids du robot, l'impact que va pouvoir avoir sur la compaction du sol, sur la possibilité de rentrer d'une parcelle dans des conditions où un tracteur ne peut pas le faire aujourd'hui. C'est des questions qui se posent et c'est des enjeux importants parce que soit on choisit des robots qui vont être puissants, type tracteur, qui vont pouvoir faire une approche de travail du sol mécanique relativement profond, relativement important, soit on est au contraire sur des choses très légères mais qui va vraiment faire que du superficiel. Et on ne va pas faire la même chose avec les deux. Et peut-être qu'il faudra 2 types de robots aussi demain en fonction de ce qu'on recherche à faire. Comme aujourd'hui, par rapport aux outils de travail du sol, on est sur des aspects vitesse d'avancement, puissance qu'il faut pour arriver à point de force hydraulique ou pas, etc. Donc c'est des questions qui se posent et tout n'est pas réglé à ce stade. Voilà, donc j'ai résumé un peu ici ces différents enjeux. La notion de début de chantier, de l'autonomie, de l'efficacité, du respect des souches qu'on va pouvoir obtenir dans le cas d'un travail intercept, en particulier avec ce système de robots. Ce qui semble clair à peu près aujourd'hui, c'est qu'on est capable... les robots fonctionnent assez bien en termes de guidage. Le GPS dans les rangs de ligne, ils arrivent à s'y retrouver, ils peuvent à peu près être autonomes. Mais il faut encore travailler cet aspect-là. La question de est-ce qu'on a un robot par parcelle qui est lent, mais qui est par parcelle, et c'est un petit système, et on le met pour 2, 3, 4 hectares, et puis il faut plusieurs robots sous exploitation, ou est-ce qu'on est sur un système, comme je disais tout à l'heure, un robot qui est comme un tracteur, qu'on a un par exploitation et qu'on fait tourner d'une parcelle à l'autre. Quand on a ce genre de système, le robot sur la route, c'est pas encore autorisé a priori, ça va être compliqué à autoriser, donc d'une parcelle à une autre, comment on va le déplacer, ce robot? Et puis la notion que j'évoquais de performance, de polyvalence du porte-outil. Donc toutes ces questions aujourd'hui sont accompagnées par des programmes de recherche. J'en ai cité 2 ici, un support financier du réseau Défi XP dans un projet qui porte sur 3 sites géographiques en France où il y a des tests de ces robots. Un projet supporté par France Agrimaire en partenariat avec le CVC et la Chambre d'agriculture des Pays de Loire sur la compatibilité outils par rapport aux robots. Et puis un projet également supporté par le CASDAR qui cherche à répondre sur cet aspect polyvalence des différents outils. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va passer à la séance de questions.